Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. De la promesse à la réalité, rendre l'inaccessible possible. Dans cet épisode, je reçois Mehdi, fondateur de l'association TEPS, Tout est possible avec le sourire, qui propose aux enfants malades des aventures inédites. Il y a 8 ans, Mehdi a fait une promesse à Erwan, l'amener au bout du monde. Erwan a 15 ans et il n'a jamais vraiment quitté l'hôpital ou son quartier, étant atteint de la maladie des os de verre. Grâce à Mehdi et son équipe, une expérience extraordinaire l'attend en Nouvelle-Calédonie. Mehdi va nous raconter cette aventure avec Erwan, adaptée de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Il nous partagera leurs rencontres avec les locaux et tribus, mais aussi leurs sorties et activités insolites. Dans cet épisode très spécial, vous allez voir que le bien-être et les voyages peuvent être accessibles à tous. C'est aussi un message plein d'espoir pour aller au bout de ses rêves et toujours profiter au maximum du moment présent. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mehdi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et puis on innove puisque tu es le premier invité que je ne connais pas forcément personnellement, donc je suis ravie que tu puisses ouvrir le bal et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'ai trouvé en fait sur les réseaux sociaux parce que tu as fait parler de toi et de ton association grâce à un compte qui s'appelle le Média Positif sur Instagram, que j'encourage d'ailleurs l'audience à suivre. Et quand j'ai vu parler de ton histoire, je me suis dit, mais en fait, j'avais même pas fini de lire, je me suis dit, mais j'ai trop envie de lui parler. Et donc, tu vas nous raconter tout ça, si tu veux bien te présenter avec tes propres mots et peut-être terminer avec une petite anecdote, un petit fun fact que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément. Ok, du coup, je suis Mehdi et j'ai fondé l'association Tout est possible avec le sourire, donc TEPS, en 2017. Et l'objectif de cette association, donc, c'est d'offrir des moments d'évasion aux enfants malades et de voyager dans le monde et vraiment de les sortir des coins des hôpitaux. Donc voilà, on crée des jeux d'aventure avec les enfants. On part de leurs rêves qu'ils ont eus dans les hôpitaux pour ensuite retranscrire leur aventure sous forme d'un jeu. Donc on parle des émissions de télévision un petit peu, Koh-Lanta, Pékin Express, Rendez-vous en terre inconnue. Donc voilà, c'est déjà les 3 émissions qu'on a adaptées pour des enfants malades. Et c'était génial. Donc, trop hâte de vous en parler et très ravi d'être sur ce podcast. Trop bien. Alors, peut-être aussi pour expliquer à l'audience, c'est vrai que donc Good Visa, c'est le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde, donc ça allie bien-être et voyage. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les épisodes sont quand même assez scindés en deux, avec une partie voyage et une partie bien-être. Mais vous allez le voir avec Mehdi, il a déjà commencé à le dire, en fait, les deux sujets se mélangent assez rapidement. Donc, on va avoir un épisode un petit peu différent et je sens que ça va être un épisode particulier et c'est pour ça que je suis hyper excitée d'enregistrer cet épisode aujourd'hui parce que au final, le bien-être, c'est aussi inclure tout le monde, c'est-à-dire que ça soit vraiment pour tout le monde, que ça soit aussi pour les jeunes handicapés, pour avoir cet accompagnement avec eux. Et sur une note un petit peu plus personnelle, c'est vrai que je suis très touchée encore plus par ce sujet parce que j'ai un petit cousin qui est non-voyant et c'est vrai que dans sa vie, il a été amené à voyager, mais dans des cadres qui n'étaient pas du tout adaptés, où c'était très compliqué. Donc, je suis ravie de voir qu'il y a des projets comme le tien qui voient le jour. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quel a été en fait le lancement de ce projet? Pourquoi tu as décidé de lancer cette association? Ouais, avec plaisir. Du coup, je suis enseignant d'EPS, donc à côté. Donc, c'est mon métier d'être enseignant. Et l'association, je le fais de façon bénévole. Et quand je suis arrivé sur mon premier poste de prof aux hôpitaux de Saint-Maurice sur Paris, j'avais un poste spécialisé. Et donc, il y avait des enfants qui avaient des handicaps, des maladies qui étaient différentes. Et on m'a donc demandé de faire sport à ces enfants. Donc, on a commencé à faire de l'EPS ensemble. Donc, on a essayé d'inclure tous les élèves dans nos séances. Et quand t'es arrivé à un moment où je suis parti voyager, les enfants avaient aussi envie de voyager.
et il regardait des voyages sur les réseaux, à la télé, des émissions, etc. Et il me disait, ah, bah, c'est trop cool, tu m'enverras des photos de cet éléphant, tu m'enverras enfin, voilà, des photos de là où tu vas dans le monde. Et je leur ai dit, mais vous avez aussi peut-être envie de voyager, peut-être que vous le ferez un jour. Et certains me répondaient, bah non, parce que voilà, avec la maladie ou le handicap qu'on a, ben, on sait qu'on ne pourra pas traverser les océans, on sait qu'on ne pourra pas partir à l'aventure comme on aimerait partir. Et là, il y a eu le déclic de se dire, eh ben, pourquoi pas? Et qui a dit un jour qu'un enfant, parce qu'il est malade, parce qu'il a une situation de handicap, eh ben, il peut pas vivre son rêve comme nous, en fait. Et du coup, voilà, ça a été le déclic avec les enfants de créer l'association pour avoir une liberté dans ce qu'on proposait et de pouvoir organiser nos propres jeux d'aventure comme on le souhaitait. Et voilà, il y a un peu de folie dans nos aventures, mais tout est maîtrisé. Et ça part vraiment de là, l'idée de se dire, on se retrouve dans notre gymnase, à l'hôpital, et on crée cette association, et on va aller explorer le monde ensemble. Et justement, le nom de l'association, donc Tout est possible avec le sourire. Bon, les auditeurs, auditrices ne te voient pas, mais tu parles avec un sourire quand tu parles de ce projet. Est-ce qu'il y avait une petite explication derrière ça? Oui, c'est parce que au début, quand on proposait nos projets avant l'association, on nous disait que ce n'était pas possible parce qu'il y avait un handicap, parce qu'il y avait une maladie, il y avait trop de contraintes. Donc, on a beaucoup entendu ce mot ce n'est pas possible. Votre projet, il est cool, hein, mais ce n'est pas possible. Et moi, ce que j'ai remarqué dans l'hôpital, c'est que malgré le fait que les enfants, ils aient toutes les raisons de ne pas avoir le sourire parce qu'ils ont des maladies, des handicaps qui font que c'est très contraignant et ça peut même être très grave, et il y a une chose qui avait de commun entre ces enfants, c'était le sourire. Parce que qu'on soit assis, qu'on soit allongé, qu'on soit debout, voilà, qu'on ait une perf ou pas, un sourire, c'est universel, tout le monde peut l'avoir. Et du coup, c'est ce qui nous réunissait tous dans ce gymnase. Du coup, on s'est dit, allez, on va aller demander aux gens. Et puis aussi, parce que quand on nous disait c'est pas possible, nous, on avait un petit sourire en coin en se disant, en fait, si nous, on pense au fond de nous que c'est possible. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots sur notre début de l'association. Tout est possible avec le sourire. Super. Et toi, est-ce que, donc, de ce que j'ai cru comprendre, pardon, depuis toujours, tu es passionné par les voyages aussi? Ouais, c'est ça. Envie de découvrir, sortir de sa zone de confort aussi, découvrir de nouvelles choses et voyager dans le monde et de voir de ses propres yeux finalement des cultures différentes et des paysages incroyables. Et donc voilà. Et puis j'ai ma maman aussi qui a été longtemps dans les hôpitaux. Du coup, je m'occupais aussi et du coup j'ai pu voir aussi le fonctionnement dans les hôpitaux et l'envie de sortir de ces quatre murs pour voyager. Et le voyage, même quand on en parle, ça permet de nous vider l'esprit et de rêver. Et déjà, c'est un premier pas vers quelque chose de bien-être. On parlait de bien-être, c'est exactement ça, de se sentir bien. Parce que voilà, on pense à d'autres choses. On fait des projets de voyage aussi. Pour un enfant qui a une tumeur, par exemple, le fait de se projeter, de partir dans quelques mois voyager, c'est quelque chose qui peut lui faire du bien aussi à soi-même. Et le fait de le faire, souvent sur les aventures, les enfants, ils n'utilisent pas forcément, même sur tous les médicaments qu'ils ont, ils utilisent moins que ce qu'ils ont dans leur quotidien. Parce qu'il y a un sentiment de bien-être qui naît pendant leur voyage. Ils font des choses tous les jours, ils découvrent des choses différentes. Et donc voilà, ça c'est super important. Bien sûr. Et cet aspect un petit peu plus axé, on va dire, donc sport, j'imagine, donc ça tient de ton métier de prof de PS. Et j'adore que tu aies eu cette idée de relier ça aux émissions connues comme Rendez-vous en terre inconnue, je le cache pas, c'est une de mes émissions préférées au monde. Et Pékin Express et tout ça, j'imagine que les enfants ont été hyper réceptifs à cette notion de jeu et de challenge. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est qu'on part pas faire que du tourisme avec TEPS. Enfin, l'enfant ne part pas que sur un voyage touristique, au contraire. Il construit le projet, il y a des surprises aussi, et il rentre dans un véritable jeu d'aventure, mais on met vraiment tout en somme pour que ils vivent comme si c'était l'aventurier de koh l'aventurier de Pékin Express ou la personne qui part en rendez-vous en terre inconnue. Donc voilà, avec des totems aussi sur nos aventures, avec des énigmes, des chasses au trésor, des gens à rencontrer. Enfin voilà, on essaie vraiment de réadapter. On reprend les mêmes choses dans les émissions et on invente aussi des choses. Et l'enfant, ouais, il est vraiment dans un jeu. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui aimeraient partir vivre des voyages d'aventure en se disant, je pars aussi faire un jeu de société énorme à échelle humaine.
Bien sûr. Et là, justement, l'aventure dont on va le plus parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que je pense qu'on pourrait faire plusieurs épisodes de podcast ensemble sur les différents voyages que tu as fait avec les enfants que tu as accompagnés. Donc, la dernière en date, c'est Rendez-vous Intercanac avec Erwan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet? Ouais, alors Rendez-vous en Terre Canac, c'est l'adaptation de Rendez-vous en Terre Inconnue, donc l'émission sur France Télévisions. D'ailleurs, Frédéric Lopez, qui est le créateur et qui a été présentateur pendant de nombreuses années, était le parrain de notre aventure. Du coup, il a envoyé une vidéo aussi à Erwan avant de partir. Donc, on lui a montré aussi le jour du départ la vidéo de Frédéric Lopez qui lui parle, comme s'il partait en rendez-vous en terre inconnue. Donc, un petit moment d'émotion. Et après, l'idée de ce projet, c'est de partir en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, donc avec Erwan pendant 35 jours et d'aller à la rencontre de tribus. Il avait des chasses au trésor à faire sur chaque île. Et l'objectif vraiment, c'était de découvrir différents paysages, d'aller à la rencontre de l'autre et de lui permettre de découvrir un bien-être dans le voyage et aussi de se questionner sur lui-même, sur son autonomie tout au long de cette aventure. Et est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a orienté en fait sur la Nouvelle-Calédonie? Alors, il y a un premier aspect, j'ai toujours dit à Erwan parce que c'était un élève à moi à l'hôpital, donc c'est une promesse d'il y a 8 ans. En partant de l'hôpital, on s'était dit, un jour, on partira ensemble sur une aventure et on l'a fait, donc on est déjà très content de ça. Et la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a dit qu'on partirait au bout du monde, donc on a un petit peu cherché l'endroit le plus loin dans le monde où on pouvait aller. Aussi parce que j'y suis allé en 2018 et pour moi, ça permettait de faire des choses différentes, d'aller dans les lagons, d'aller dans l'eau, d'aller sur les terres, de vivre différentes expériences. Et aussi le fait que ça soit français, ça a été un gros plus parce que du coup, si on avait des soucis médicaux, au niveau des hôpitaux, au niveau de sa maladie, il y avait une communication qui était plus facile avec les médecins pour le rapatriement. Donc on pense aussi à s'il arrive quelque chose à ses enfants, on peut intervenir vite. Donc ça a été plusieurs points qui ont été importants pour choisir cette destination. Oui, parce que j'ai découvert donc ton aventure, je repartagerai bien évidemment les liens et puis on en reparlera aussi. Tu partages, toutes ces aventures sur les réseaux sociaux et avant de te recevoir aujourd'hui, j'ai été regarder un petit peu ces vidéos et je suis d'ailleurs tombée sur, le moment où tu montres la vidéo de Frédéric Lopez qui fait un message à Erwan. C'est juste, mais hyper émouvant. Enfin, je sais que déjà dans les émissions Rendez-vous en terre inconnue, je suis hyper émue, mais alors là, tu mets la barre vraiment un niveau au-dessus. Et tu expliques aussi qu'en fait, tu fais... Enfin, ça paraît logique, mais vous faites hyper attention aux enfants parce que donc Erwan, tu peux peut-être nous expliquer un peu plus. Donc Erwan a 15 ans, il a la maladie des os de verre. Peut-être rappeler aux gens ce que c'est cette maladie. Ouais, carrément. C'est un petit peu l'opposé. Dans nos aventures, c'est qu'on part au bout du monde, on fait des aventures assez folles, et pourtant, on est avec des enfants qui ont toutes les raisons de pas faire ce qu'on leur propose. Parce que, du coup, par exemple, pour Erwan, il a la maladie des os de verre. Donc, c'est une maladie qui fait que ses os sont plus fragiles que la normale. Donc, on doit éviter au niveau des chutes, des chocs, faire très attention parce que s'il fracture quelque chose ou autre, ça peut être très grave. Donc voilà une attention particulière à avoir sur lui tout au long du voyage. Et ça nous demande d'être réellement dans l'instant présent, en fait, lorsqu'on vit le voyage. Parce qu'à tout moment, l'aventure peut s'arrêter, à tout moment, on peut être rapatrié. Donc quand on se lève un lundi matin et qu'on fait l'aventure, on se pose pas trop de questions sur ce qu'on va faire les jours d'après. Parce qu'on se dit, il faut toujours avoir le cap sur la journée d'aujourd'hui et pas faire d'accident et pas avoir un moment d'inattention. Que ça soit dans la douche, que ça soit quand on monte dans une voiture, même au restaurant, les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, ça demande vraiment une attention particulière et vraiment de vivre dans l'instant. Oui, de profiter de l'instant présent. Et ça aussi, en plus, ça doit être hyper engageant pour toi également, parce qu'on le voit dans les photos. On va revenir sur les différentes aventures que vous avez faites, mais tu es obligé de le transporter beaucoup pour faire les transferts entre fauteuils, quand vous prenez l'avion, les voitures. Et on voit dans ces moments-là que tu le portes avec tellement de précautions. Et c'est hyper touchant, mais c'est vrai que ça devait être hyper engageant pour toi aussi. Ouais, c'est ça, il y a une grosse responsabilité quand on part. On se rend pas compte, mais l'idée, c'est que les parents ne viennent pas sur l'aventure. Que le côté médical aussi, l'hôpital, les infirmiers, les kinés, ne partent pas sur l'aventure.
il part vraiment avec d'autres personnes pour lui permettre de pas amener ce qu'il avait dans son quotidien finalement sur l'aventure. Et du coup, bah oui, il faut faire super attention dans ces moments-là parce qu'on sait que c'est des moments où ça peut être dangereux et ça peut créer des problèmes et que l'aventure, le rêve est terminé en 2 secondes, quoi. Du coup, ouais, sur ces moments de transfert, il y a toute l'équipe qui gère avec, on va regarder l'environnement qu'il y a autour, faire attention lorsqu'on va le porter ou le poser. Et puis surtout, on est à l'écoute d'Erwan, par exemple, sur cette aventure parce qu'il se connaît par cœur. Et lui, il sait quand je le porte mal, il me le dit. Si jamais je le trop longtemps ou si je le pose mal après un autre endroit. Et ça, c'est super important d'être à son écoute, à l'écoute de son bien-être aussi pendant ces moments-là parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais ça peut avoir des impacts pour la suite de l'aventure. Bien sûr, et je trouve qu'il prend ça avec... donc, il a 15 ans, mais il a un humour. Ouais. Quand vous faites les transferts, des fois, il est là à dire oui, moi, je suis comme un colis Chronopost, je suis entre les transferts. Enfin, il est tellement touchant. Et c'est intéressant que tu parles des parents parce que tu expliques ça aussi à travers les récits que tu partages sur les réseaux, que ça a été en fait toute une construction de lien de confiance avec les parents parce que là, vous partez 1 mois à l'étranger et c'était la première fois pour Erwan qui quittait les hôpitaux, la France, c'était quand même énorme. Ouais, c'est ça. On peut pas se rendre compte, et même nous, des fois, on se rend pas compte, mais quand on met vraiment les pieds sur terre et qu'on regarde la responsabilité qu'on a, on en prend conscience. Et c'est toute l'idée de TEPS, c'est d'arriver à de créer un lien de confiance avec les parents, avec l'enfant et avec nous. Et parce que sinon, déjà, les parents nous laissent pas partir avec leur enfant à l'autre bout du monde. Et après, arriver à avoir ce lien de confiance aussi pendant l'aventure, parce que des fois, ça peut être difficile et je le conçois totalement pour les parents, parce qu'effectivement, en plus, Erwan n'était jamais parti loin de ses parents plus d'une journée. Et là, il est parti 1 mois. Donc, on fait des micro-aventures aussi dans la préparation de l'aventure pour qu'il s'adapte petit à petit à l'éloignement. Mais oui, c'est assez fou de se dire qu'on part sans les parents. Et l'objectif, c'est qu'ils gagnent en autonomie, même pour les parents, qui se détachent aussi un petit peu de l'enfant pendant cette aventure. Et, et ouais, des fois, on est sur l'aventure, on se dit, ouais, on a une grosse responsabilité. C'est comme si c'était notre enfant, en fait. Et encore plus, on doit y faire attention parce que s'il arrive quelque chose, on serait trop mal. Bien sûr, et c'est ce qu'on ressent en tout cas, ces moments où tu fais les transferts ou même le regard que tu lui portes, on voit que tu l'enveloppes d'une protection, c'est vraiment très touchant. Et si on revient du coup un peu plus sur la Nouvelle-Calédonie, donc ça c'est mon petit rappel, point géographique historique. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est une archipel d'Océanie située dans l'océan Pacifique à 1500 kilomètres à l'est de l'Australie et à 2000 kilomètres au nord de la Nouvelle-Zélande. Et donc, ça bénéficie d'un partage de souveraineté et d'une autonomie partielle. Et c'est donc la 3e plus grande île du Pacifique après la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande. Et en fait, je ne sais pas si tu le savais d'où ça tient son nom, la Nouvelle-Calédonie. En fait, donc quand un navigateur britannique, James Cook, a aperçu cette terre en 1774, il trouvait qu'il y avait une ressemblance dans ses reliefs montagneux avec donc de la Grande Terre avec son Écosse natale. Et son Écosse natale, le nom de cette terre, c'était Calédonia. Donc c'est pour ça qu'il a donné ce nom à la Ok. Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est mon petit... Je t'avais dit, j'adore les petites anecdotes. Donc vous êtes parti pour la Nouvelle-Calédonie. J'imagine déjà que le voyage, c'était déjà une première aventure en soi. Ouais, c'est exactement ça. Juste le fait de prendre l'avion, d'arriver en Nouvelle-Calédonie, on a mis 3 jours. Et après, on aime bien un TEPS prendre notre temps aussi. On est allé en Islande aussi sur une autre aventure. On avait pris le bateau pour y aller, pour vraiment prendre le temps, s'arrêter dans les capitales européennes. Et donc là, sur le voyage en Nouvelle-Calédonie, ouais, c'est le moment aussi où il y a du stress pour tout le monde. Et c'est le moment où on se détache des parents. C'est le moment où c'est les premiers jours. Et ces premiers jours, ils sont super importants. Et ils permettent finalement de faire en sorte que l'aventure se passe bien. C'est là où, dans les transferts, on se met d'accord. Même dans les membres de l'équipe qui m'accompagnent et qui sont super importants, de se dire qui fait quoi à tel moment, si jamais elle arrive ça, comment on réagit. Donc voilà, c'est un petit test. Et une fois qu'on arrive en Nouvelle-Calédonie, le sentiment, il est dingue parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on y est. Et qu'on est déjà arrivé à aller au bout du projet. Et on sait que ça sera magnifique, mais on se dit, ouais, on y est. Parce que le temps qu'on n'y est pas, on peut se dire, ouais, bon, on va faire demi-tour ou autre. Mais quand on met les pieds en Nouvelle-Calédonie et qu'on se regarde dans les yeux, ouais, il y a beaucoup d'émotions de se dire quoi qu'il arrive, parce qu'on s'est dit à l'hôpital il y a 8 ans, quand tu galérais, et on est allé au bout de notre rêve et on y est, quoi.
Ça doit être incroyable comme sensation. Ouais. Et tu dis donc peut-être nous expliquer, bien évidemment, tu n'as pas fait cette aventure tout seul. Ça se prévoit, comme tu l'expliquais, de faire hyper attention à tout l'aspect médical, à sa santé. Donc vous étiez plusieurs sur cette aventure. Ouais, c'est ça. À chaque fois, on part donc avec des bénévoles de l'association TEPS, du coup, qui préparent aussi l'aventure avec moi et qui rencontrent l'enfant, les parents. Et l'objectif, c'est qu'ils soient aussi présents sur l'aventure pour pouvoir m'accompagner, accompagner Erwan, faire de la vidéo, des photos pour pouvoir après retranscrire l'aventure. C'est trop bien. Et on voit effectivement dans les vidéos des aventures qu'il y a quelqu'un qui filme, il y a quelqu'un qui t'aide pour les transferts, pousser le fauteuil et C'est puis ça. être juste là et l'entourer, on a l'impression qu'il a l'air d'être dans un vrai cocon. Donc, si on revient sur la petite partie géographie de l'île, donc c'est divisé en 2 parties principales. Il y a donc la Grande Terre où se trouve la capitale Nouméa et les îles Loyauté, avec chaque île qui a des caractéristiques différentes. Donc, ce que j'ai compris par rapport à votre périple, on peut peut-être l'expliquer à l'audience, c'est qu'en fait, tu avais prévu vraiment tout un tour de la Nouvelle-Calédonie en passant sur plein d'îles différentes. Ouais, c'est exactement ça. L'objectif pour Erwan, c'est d'aller chercher des trésors sur chaque île. Donc, il arrivait sur la Grande Terre et après, il partait à l'aventure sur les différentes îles. Avec des épreuves, en fait, il avait des épreuves à faire sur chaque île pour remporter quelque chose pour le totem. Donc on est vraiment dans le koh-lanta avec les petites épreuves sportives. Il me semble qu'à un moment, il y a une tir, pas du tir à l'arc, mais les À la fléchettes. Sarbacane, ouais. À la Sarbacane, voilà. Et pour la petite anecdote du tir à Sarbacane, c'est ce qu'on faisait dans l'hôpital où j'étais son enseignant de PS. Donc, D'accord. voilà, il y a toujours des petits retours en arrière pour montrer que, bah ouais, on faisait du tir à Sarbacane il y a 8 ans dans un hôpital où il enchaînait les rééducations, les rendez-vous avec les médecins. Et bah là, il faisait de la Sarbacane, peut-être à côté de l'une des plus belles plages du monde en Nouvelle-Calédonie, quoi, pendant son aventure. Oui, parce que ça, les plages, c'est très présent tout au long de l'aventure. Il y a, encore une fois, je remettrai les liens. J'invite vraiment les auditeurs et auditrices à aller regarder ces images. Vous avez donc plongé dans ces eaux splendides et de voir Erwan nager avec ses poissons. J'ai même noté un moment où il disait, parce qu'on va revenir là-dessus, vous avez été filmé par la télévision locale et interviewé. Et il dit « Je me sens libre, j'oublie tous mes problèmes et je vis. » Oui. Et quand il te dit ça, ça calme tout le monde, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est exactement ça. C'est que des fois, il va y avoir des actions, des moments d'émotion où même nous, on n'a plus de mots et on se regarde. Et lui, en quelques mots, il va juste dire ce qu'il ressent. Et ouais, c'est assez fou. On ne savait pas ce qu'on allait réaliser. Enfin, quand on l'a emmené nager dans les lagons, dans l'océan, on ne savait pas forcément ce qui allait se passer. On a essayé. C'était un vrai test. Et puis, de jour en jour, on a vu qu'il était de plus en plus à l'aise dans l'eau. Et au début, je nageais à côté de lui, je le tenais parce que ça le rassurait, mais moi aussi, ça me rassurait. Et finalement, à la fin de l'aventure, il nageait tout seul dans l'eau. Il se baladait tout seul, il allait voir les poissons. Et il a même marché à un moment. Et ça, c'était complètement fou parce que je le porte un petit peu sur moi et pour le remonter, pour qu'il reprenne sa respiration. Et là, je sentais qu'on se déplaçait un petit peu. Et en fait, on a mis une caméra dans l'eau. Et il y a un dôme en fait qui filmait dans l'eau et à l'extérieur. Et on se rend très bien compte sur les images qu'en fait, ses pieds avancent. Du coup, on a dit, mais tu t'en rends compte? Il dit, bah ouais. Et du coup, il y a des interviews folles où il revient là-dessus et où du coup, il va dire que voilà, c'est la première fois qu'il sent la sensation du sable réellement sur ses pieds parce que ses pieds marchent avec des appuis. Et ça, ouais, c'est des moments incroyables à vivre et très content pour lui d'avoir vécu ces moments-là qui n'étaient pas prévus finalement dans l'aventure. Parce qu'on se laisse aussi porter dans l'aventure par ces moments-là qui sont pas forcément écrits, mais qui sont dingues, quoi. Incroyable. Et je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'avec toutes ces images que vous avez, je ne sais pas si vous avez pour projet de sortir un film un jour, mais il y a des images incroyables, comme tu le dis, il y a des moments où Erwan exprime son ressenti face aux aventures qui est juste exceptionnel. Est-ce que ça, c'est peut-être un projet pour la suite, de compiler toutes les vidéos que vous avez sorties? Ouais, carrément, c'est le but. On a déjà fait 2 films, avec la Corse, avec l'Andy koh et l'Islande. On a déjà fait des films. Et là, l'idée, c'est de faire un film aussi pour cette aventure-là, pour Erwan, et de le diffuser au plus grand nombre. Et qui sait, s'il y a des productions, des personnes, des télés intéressées, nous, on est ouvert à diffuser le film au plus grand nombre. Et du coup, juste pour placer, mais ce
parce que c'est important aussi de parler d'eux. Mais du coup, il y avait Quentin sur l'aventure qui s'occupait de toutes les vidéos. Il a été aidé aussi dans les vidéos par Bruno, qui était lui déjà sur place en Nouvelle-Calédonie et qui a aussi fait des photos. Et pour compléter l'équipe, il y avait Laura qui s'occupait plus de m'accompagner finalement dans l'aide que Erwan pouvait avoir besoin pour porter le fauteuil, mais qui avait aussi une présence pour rassurer Erwan et me donner des idées dans tout ce qui est activité et l'adaptation à mettre en place pour que ça se passe bien sur l'aventure. Toute une équipe est hyper bien entourée. En tout cas, écoute, on ne sait pas qui peut tomber sur l'écoute de ce podcast. En tout cas, je le souhaite. Peut-être que ça tombera dans les bonnes oreilles. Et si on revient peut-être un petit peu sur la culture et sur le peuple en Nouvelle-Calédonie, peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer que la question de ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est un sujet hyper important en Nouvelle-Calédonie, avec les accords de Nouméa qui ont été signés en 1998. Donc en soi, ça reste quand même assez récent, avec le processus de décolonisation progressive qui ont ouvert la voie à des discussions sur l'indépendance, et tout ça, ça continue à influencer la vie en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, il y a tout ce côté diversité culturelle qu'on peut apercevoir notamment dans ton reportage, dans les images, où c'est vraiment un melting pot de culture, et tout comme ton projet s'appelle Rendez-vous en terre kanak, donc la population est composée de diverses communautés kanak, de communautés européennes, asiatiques et du Pacifique, et vraiment cette diversité se reflète dans la vie de tous les jours en Nouvelle-Calédonie, avec un peu plus de 40% qui sont autochtones, donc les Kanaks comme on l'expliquait. Et est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur le lien que vous avez pu créer avec ces communautés locales, parce que donc tu as des activités où, je veux pas trop spoiler non plus pour les gens qui vont aller regarder, mais où vous avez pu travailler et jouer en fait avec des communautés locales. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans cette aventure, c'est ce qu'on recherchait vraiment, surtout par rapport au fait qu'on voulait revivre un rendez-vous en terre inconnue. Donc l'objectif de l'émission, c'est d'aller vraiment voir des tribus, des personnes à l'autre bout du monde, et c'est ce qu'on a essayé de rechercher, et finalement on les a trouvés, mais pas dans les moments où on s'y attendait. Et des fois on a rencontré des personnes qui habitaient là-bas, et du coup en discutant, on s'est fait inviter par exemple sur l'île de Marais par Joke, à qui je passe un petit coucou, mais c'était pas du tout prévu, et il nous a dit vous faites quoi demain, venez dans ma case, venez chez moi, et du coup on va aller déterrer un igname qui est quelque chose de super important en Nouvelle-Calédonie, donc ce tubercule, et du coup Erwan est allé déterrer dans le jardin de Joke un igname, et ça c'était des moments très forts, parce que du coup on a pu parler de la culture kanak, qui nous a expliqué l'histoire de ses ancêtres, pourquoi il faut aller dans certains lieux et d'autres non, aujourd'hui comment étaient vus les Kanaks, et quelle était leur culture d'aujourd'hui. Enfin voilà, donc on a vraiment pu avoir des échanges, et c'est cette diversité qui a été belle. Sur l'IFU, on a rencontré Thierry Sibonne, qui du coup nous a invités aussi chez lui. Du coup on a pu aller voir vraiment la culture, on a visité des plants de vanille tenus par des Kanaks, on a vraiment découvert plein de choses, la culture, et on a vu cette diversité avec aussi des personnes qui sont parties s'installer là-bas, et qui venaient donc de métropoles comme nous, et du coup qui sont installés depuis des années en Nouvelle-Calédonie, qui font la diversité aussi de l'île. Et c'était intéressant, donc voilà, par exemple Philippe Letelier qui nous a qui nous a emmenés sur le catamaran sur la Grande Terre. On a en fait vécu des choses complètement différentes, et ça c'était super dans les rencontres. Et justement, en parlant culture, dans ce podcast, j'aime bien aussi parler de légendes. Donc, tu me diras après si tu avais déjà entendu parler de cette légende du grand serpent Kanemu. Donc, en fait, il y a bien longtemps, au temps des premiers souffles du monde, la terre de la Nouvelle-Calédonie était plongée dans l'obscurité. Il n'y avait ni arbres, ni animaux, seulement le silence et l'infini. Un jour, alors que la terre était endormie, un grand serpent nommé Kanemu émergea de l'obscurité. Sa peau brillait de 1000 reflets et ses yeux étaient des étoiles étincelantes. Kanemu était le gardien de la terre, il ressentit le besoin de créer la vie. Avec un mouvement gracieux de son corps puissant, il créa les montagnes, les rivières et les vallées, et de ses écailles il forma les premières créatures, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans l'océan et les animaux sur la terre, et la Nouvelle-Calédonie prit vie sous le regard bienveillant de ce grand serpent. Cependant, il savait que la vie ne pouvait pas exister sans l'équilibre, donc il créa alors les premiers hommes et les premières femmes à partir de l'argile des rivières. Il leur enseigna le respect de la nature, la sagesse des étoiles et la nécessité de préserver l'harmonie entre toutes les créatures.
Donc, est-ce que là-bas, on t'a parlé de cette légende? Non, du tout. Donc c'est super intéressant de la découvrir. Bon, je suis ravie parce que comme je t'expliquais aussi avant qu'on commence, le but pour moi dans ce podcast, c'est que les invités puissent en apprendre aussi, peut-être des petits détails qui n'avaient pas dont ils n'avaient pas entendu parler avant ce podcast. Donc voilà, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a l'air d'avoir cette importance hyper fondamentale sur tout ce qui est l'environnement et la biodiversité. On le disait tout à l'heure, les paysages que vous avez découverts étaient fantastiques, c'est spectaculaire parce qu'on passe des récifs coralliens aux montagnes verdoyantes. À un moment, tu es dans la forêt et tu dis à un de tes collègues mais j'ai l'impression qu'on est en pleine Amazonie. Donc c'était ça en fait, vous aviez vraiment, vous passiez, comme tu l'expliquais, du catamaran, après vous vous retrouviez dans la jungle, il y avait vraiment tout ça. C'est ça, il y a une grande diversité au niveau des paysages et de l'environnement et de l'écosystème aussi, marin et aussi sur Terre. Et c'était super intéressant pour Erwan, lui qui est à l'hôpital, qui a voyagé mais pas, que autour de chez lui. Et du coup, de voir des choses complètement folles tous les jours et de rêver par rapport à ça. Et aussi d'avoir l'histoire par des gens qui connaissent leur terre, qui connaissent leur mer. Et du coup, ça, c'était super, super important. Et oui, la Nouvelle-Calédonie regorge d'histoires et de légendes, mais du coup aussi d'endroits où on peut découvrir tous ces paysages complètement faux et complètement différents. Et encore une fois, je pousse les auditeurs à aller voir les images que vous avez tournées parce qu'il y a des plans vraiment magnifiques. Et c'est pour ça, comme je le disais, je te souhaite que ça puisse devenir un film qui soit projeté au plus grand nombre de gens par la suite. Et peut-être aborder maintenant tout ce qui est la cuisine calédonienne. Donc, c'est une fusion de saveurs de ce que j'ai cru comprendre, combinant des influences françaises, kanak, asiatiques et du Pacifique. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion tout comme un peu dans Rendez-vous en terre inconnue, d'aller manger un peu chez l'habitant, de découvrir toute cette gastronomie? Ouais, du coup, on était dans des tribus kanak lorsqu'on était sur les îles. Et du coup, on a été invités ou alors on a pu aller découvrir des plats locaux. Il y a le bougna qui est vraiment le plat en Nouvelle-Calédonie qu'il faut goûter. Et quand on était donc chez Thierry et Marie-Paul sur Lifou, Erwan a pu même regarder un petit peu comment ce plat se réalisait. Donc pendant que Marie-Paul cuisinait, il a pu aider, regarder. Nous aussi, on était autour et c'était chouette de vivre ce moment de partage autour de la cuisine et autour de quelque chose qu'on voulait nous transmettre. Et ensuite, à table, de pouvoir le manger tous ensemble. Et les fruits de mer aussi, j'imagine que ça devait être hyper présent dans la gastronomie? Ouais, il y avait aussi beaucoup de choses qui pouvaient venir de l'eau, des fruits, tout ce qu'on n'a pas forcément, qu'on a chez nous, mais qu'on peut découvrir aussi, qui viennent vraiment de la terre, de là-bas. Et tu vas peut-être pouvoir me confirmer, parce que quand je fais mes recherches, j'aime bien savoir si c'est vrai ou pas, confirmé par des personnes qui ont été. J'ai vu ça parlait aussi d'une chauve-souris qui se mangeait. Est-ce que c'est vrai? Ouais, on nous en a parlé beaucoup de fois. Mais du coup, on n'a pas goûté, c'est la question. Mais oui, il y a c'est assez connu. Je n'en ai plus le nom. Alors, c'est la rousette. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, on en a même rigolé, où du coup, on nous disait, ah, vous allez manger ça, vous allez manger ça. Ah, c'est dommage, d'habitude, on mange de la chauve-souris. Et oui, c'est vrai, apparemment. Et apparemment, ça serait cuisiné sous forme de ragoût, mijoté dans une sauce à base de vin rouge, d'ail et d'épices. Donc perso, je ne serais pas trop tentée par ça, mais justement pour Erwan, ça devait être quelque chose de nouveau aussi, d'expérimenter une autre cuisine. Est-ce que c'était peut-être un challenge pour lui parfois de goûter de nouvelles choses? Non, il aimait bien, il est vraiment parti à l'aventure, je pense, avec cette idée aussi de se laisser prendre au jeu dans tous les domaines. Et du coup, non, c'était super intéressant d'avoir des nouvelles saveurs, des nouvelles choses à manger. Je me rappelle une fois, on a eu de la glace au taro. On a vraiment eu des choses, il y avait beaucoup, tout ce qui est des tubercules, igname, papaye, d'autres choses aussi. Et du coup, c'était intéressant de goûter à des choses différentes tous les jours. Et ça, c'était vraiment chouette pour l'aventure. Et justement, j'imagine que c'est peut-être compliqué comme question, mais si tu devais retrouver peut-être un moment phare j'allais dire, tu vois, de cette émission, tu vois, je me projette déjà, en tout cas de ce voyage. Au niveau de la gastronomie ou pas forcément? Dans le voyage dans son ensemble. Ok. Il y a déjà... après, c'est pas forcément en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un lien parce qu'après la Nouvelle-Calédonie, on a été au Vanuatu. Et du coup, on en parlait déjà beaucoup. Et c'est à côté de la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, il y a un volcan et on savait pas si on allait pouvoir y aller. Et du coup, on y est allé, on a essayé et on s'est retrouvé en haut de ce volcan à la fin de l'aventure au bout de 30 jours.
Et les sensations, les émotions, ouais, elles ont été très fortes de se retrouver en haut de ce volcan avec Erwan, avec son fauteuil, après toutes les galères qu'il a pu avoir à l'hôpital, toutes les galères pour organiser le voyage aussi, et d'être là, on s'est dit waouh, c'est trop beau. Et après, on est retourné en Nouvelle-Calédonie et ouais, on est revenu en Nouvelle-Calédonie en se disant waouh, mais quelle aventure! Et la fin d'aventure, ouais, on s'est posé, sur le moment, c'est dur d'avoir du recul, mais on a senti qu'on avait vécu quelque chose de très fort qui nous aura marqué à vie. Et j'imagine que même encore, quand vous êtes rentrés, parce que déjà donc vous avez réalisé un peu, justement c'était un peu le point culminant de votre aventure d'aller en haut de ce volcan, c'était vraiment le summum j'imagine. Après donc vous avez commencé à intégrer de ce que je comprends, quand vous étiez sur la fin du voyage et après il y a eu le retour j'imagine de se dire, même pour Erwan, se dire il est rentré chez lui avec ses parents, ça a dû être quelque chose aussi ce retour de se dire, on l'a fait et puis même pour toi de te dire, ce projet que tu as dû porter pendant des mois et tu rentres et tu te dis: «Bon, bah, on l'a fait». Bah, c'est surtout, le premier sentiment, c'est marrant, mais c'est du soulagement en se disant il est rien arrivé et on a fait tout ce qu'on a voulu faire et même plus. Parce qu'encore une fois, on n'est vraiment pas sûr en partant que tout va bien se passer, que le projet, c'est impossible de prédire ce qui va se passer. Et le fait de rentrer, et on l'a tellement rêvé de ce moment-là, j'avais tellement rêvé du moment où je rentrerai, que je dirais tenez, je vous rends votre enfant. Et tout s'est bien passé, on a vécu une aventure fantastique. Et le fait de pouvoir le dire et de le vivre, c'est déjà la première émotion, ouais, ça soulage, ça libère l'esprit, le corps, et après, ouais, les jours d'après, les semaines d'après, c'est dur de retrouver un quotidien où on pense pas à l'aventure parce qu'on a vécu 35 jours tous ensemble. Et il y a beaucoup de fierté, et même quand on se revoit aujourd'hui, Erwan, il a déjà évolué par C'est rapport vrai? à son autonomie, par rapport aussi aux choses qu'il aimerait faire. Je pense que l'aventure lui a ouvert un monde dans sa tête qu'il n'avait pas forcément conscience. C'est comme s'il y avait des frontières qui s'étaient créées. Pour lui, c'était la France ou l'Europe, et du coup, il se dit, mais en fait, je pourrais faire d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont possibles, et ça a éclaté son monde des possibles. Et nous, c'est ce qu'on dit à TEPS, l'aventure, c'est pas que l'aventure. Et c'est avant, parce que 90% de l'aventure, elle se prépare avant. Et c'est pendant, mais c'est aussi après. C'est tout ce qui va se passer après. L'autonomie qu'il va gagner, les gens qui vont lui poser des questions. Et ça, c'est vraiment chouette. Et toi, qu'est-ce que t'en as retenu à la fin de cette aventure? Que tout était réellement possible, parce que quand on se pose plein de questions, il y a eu beaucoup de doutes sur cette aventure. Pendant l'aventure, mais aussi surtout avant. Et de toujours aller au bout de ses rêves et au bout de ses convictions, et encore plus. J'étais déjà comme ça, mais des fois, je me demande si j'étais fou ou pas. Et finalement, le fait de vivre l'aventure et d'y être arrivé et de voir le sourire d'Erwan et des gens autour de nous, je me dis que j'aurais eu mille et une raisons d'arrêter ce projet avant de partir. Cause financière, trop dangereux et plein d'autres difficultés. Et du coup, le fait d'y être allé au bout, ouais, c'est la preuve que quand on a quelque chose qui nous dit d'y aller, qui nous passionne et qu'on sait qu'on peut y arriver, si on nous dit de pas y arriver, il faut se poser les questions et toujours tenter d'aller au bout de son rêve. Comment veux-tu que j'enchaîne après ça? C'est un super beau message d'espoir et j'avais presque envie de te demander aussi, ça paraît presque, parfait toute cette aventure. Est-ce qu'il y a eu peut-être quelques gros challenges, au long de l'aventure? Ouais, encore une fois, finalement, l'aventure, il y a beaucoup, elle peut être imprévisible. C'est qu'en fait, toutes les conditions, on pensait être en difficulté, on les avait tellement adaptées, tellement réfléchies, qu'une fois sur place, ça a été, même pour aller sur le volcan, on avait très peur. Ça a été nickel. Parce qu'on l'avait bien réfléchi et on s'était mis en tête que ça allait être dur aussi. Il y a eu deux moments. Il y a eu le moment où on arrive au Vanuatu, on part de Nouvelle-Calédonie, et finalement, c'est des événements qu'on ne pouvait pas contrôler. C'est une tempête, la météo n'était pas bonne, donc on n'avait pas notre vol pour aller au volcan. Donc on avait un avion que 5 jours après, alors qu'on y restait 4 jours. Donc on ne pouvait pas aller sur le volcan, et on nous dit clairement qu'il faut retourner à Nouméa et que c'est fini l'aventure. Pour nous, elle s'arrête là, en gros, et il n'y aura pas d'avions qui vont voler, et on est très triste. On contrôle pas le moment, donc on se dit c'est pas notre faute, mais on se dit qu'on n'ira jamais au volcan et finalement que l'aventure va avoir un goût d'inachevé. Alors on est positif, on se dit oui, mais bon, on trouve les points positifs, on se dit de toute façon, on savait même pas si on aurait pu y aller sur le volcan, donc c'est un mal pour un bien. Voilà, on essaie de trouver des choses. Et puis à un moment, on s'est agréé dans l'aéroport et on a été râlé un petit peu, on a dit non mais c'est pas possible, on fait l'aventure avec Erwan,
il y a vraiment aucune solution. On a appelé la direction de la compagnie aérienne. On a passé une journée à négocier et finalement on a eu des billets pour le lendemain. Donc comme quoi il y avait des avions et on s'est retrouvé 2 jours après sur le volcan. Et ouais, ça a été galère, une grosse remise en question de se dire ouais, on va pas le faire quoi. Et c'était très très dur au niveau de l'esprit de penser ça. Et finalement ça a marché. Et après, une fois au Vanuatu, il y avait aussi, on devait être dans une tribu et il y avait tellement plu avec la tempête. Et du coup, on pouvait plus y aller en voiture. Et du coup, c'est là où j'ai porté Erwan dans la rivière pour accéder à la tribu. Et du coup, la tribu, eux, sont venus nous chercher à 1h30 de marche. Donc, on a fait 1h30 de marche avec eux, parce qu'on pouvait pas le faire en voiture. Et ça a été le moment rendez-vous en terre inconnue énorme, où du coup, c'était génial. Donc, finalement, des galères et des imprévus, mais à chaque fois qui amènent une autre façon de voir l'aventure. Et le fait de se dire qu'on n'irait pas au volcan, quand on a été au volcan, ça, ça a multiplié notre plaisir et notre joie et notre bonheur. Et pareil pour la tribu, on n'aurait jamais vécu ces moments si on nous avait emmenés en voiture à la tribu. Et le fait d'avoir partagé ce trajet, du coup on a vu les villages qui étaient perdus, etc. Et en fait c'était mieux. Mais c'est dur de se dire quand il y a une galère ou un imprévu dans le voyage, fait chier. Enfin voilà, on peut être dans un mood négatif. Et finalement, on arrive toujours à retrouver des choses pour vivre. On ne sait pas ce qu'on aurait vécu, mais ce qu'on a vécu, on les changerait pour rien au monde aujourd'hui. Et au final, la grosse difficulté de votre voyage, tu le démontres encore une fois que tout est possible avec le sourire au final, que vous avez réussi à le transformer. Et peut-être pour conclure ce chapitre sur ce voyage, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce moment, comme tu dis, rendez-vous en terre inconnue avec la tribu? On a eu différentes tribus, du coup, en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu. Et c'était toujours intéressant parce qu'on sentait vraiment que les gens avaient envie de partager leur culture, leur conception aussi du monde et de la vie qu'ils ont. Et on se rend compte qu'on est finalement tous humains, quelle que soit notre place sur Terre, qu'on a les mêmes sensibilités. Au Vanuatu, par exemple, ils parlaient anglais, donc, ou alors dans leur langage de tribu. Et du coup, on se comprenait pas. Donc, il y avait une personne qui nous faisait l'interprète. Donc, ça faisait vraiment rendez-vous en terre inconnue. Où du coup, moi, je demandais quelque chose à la personne qui, du coup, disait à la tribu. Eux, ils répondaient. Du coup, l'interprète nous retraduisait. Et il y avait ces quelques secondes. Je me suis toujours demandé dans l'émission Rendez-vous en terre inconnue si c'était pas gênant, etc. Et en fait, c'était drôle parce que ces quelques secondes, on se regardait dans les yeux. Et du coup, on comprenait que 10 secondes après ce qu'il voulait dire. Et du coup, l'autre était dans une attente de c'est bon. Et du coup, il y avait un petit sourire. On fait ah, c'est bon, ça a été traduit. Et c'était super chouette de vivre ce moment très intense, très humain, de partage. En fait, il y a beaucoup de différences, mais finalement, on se retrouve sur plusieurs points. Ça me fait rêver, tu me vends du rêve. Et peut-être une question aussi, dans certaines images, on aperçoit quand, notamment à un moment, vous allez dans un hôtel et on voit que toute la réception est autour de vous, est fascinée par cette aventure, est fascinée par Erwan. Est-ce que ça aussi, c'était peut-être une surprise en fait pour les habitants de voir toute cette équipe avec les caméras, de voir Erwan en fauteuil, de se dire une personne handicapée qui voyage, d'autant plus un jeune, qu'est-ce que c'est que ce projet? J'ai l'impression que ça a beaucoup suscité de surprises et d'attention dans le bon sens, bien évidemment. Ouais, la première surprise, elle a été pour nous, en vrai, parce que on a fait 2 émissions de télé, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur les chaînes locales. Donc, il y a 2 chaînes là-bas. Donc, en fait, on est passé dans toute la Nouvelle-Calédonie, qui est très suivie. Et du coup, le lendemain de ces reportages, Erwan, c'est une petite star. C'est-à-dire qu'on allait au restaurant, à la pharmacie ou n'importe où, et l'aéroport, c'était le pire. Et tout le monde venait nous voir, et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et voulait des photos, voulait des commentaires. Ah, c'est trop bien, je peux prendre une photo pour nos frères, ils kiffent. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens nous suivaient, que ça leur faisait du bien, en fait. Et ils étaient très contents qu'on puisse mettre en avant aussi l'île, enfin, voilà, la Nouvelle-Calédonie, en disant que c'était accessible aussi à des personnes en fauteuil et que finalement, on pouvait aussi y venir. Et donc, voilà, on a eu des retours. Il n'y a jamais eu... Toutes les rencontres qu'on a faites, en tout cas, ont été bienveillantes. On sentait vraiment de la bienveillance. Erwan, il s'est fait offrir plein de choses. Des dames qu'on ne connaissait pas sont venues à l'aéroport pour lui offrir des souvenirs. Enfin, il y avait toujours des petites attentions énormes. Et enfin, voilà, du coup, on appréhendait un peu quand on arrivait des fois, mais c'était cool. Les gens venaient s'asseoir à côté de nous au resto pour parler, pour prendre des photos.
Donc ouais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui nous a surpris parce qu'on s'attendait pas à ça. Mais finalement, qui faisait du bien à Erwan aussi, de se sentir un petit peu... on s'intéressait à lui, on s'intéressait à son aventure, à ce qu'il faisait. Et c'est pas forcément des choses qu'il a pu vivre. Et ça, je trouve ça super intéressant, en tout cas pour lui, d'avoir vécu ces moments-là. Oui, et puis de se dire qu'il n'était pas juste l'enfant handicapé, l'enfant malade, mais qu'il était vu pour qui il était, pour son aventure. C'est ça en fait. Les gens ne venaient pas nous voir en disant ah, alors quelle maladie tu as, dans quel hôpital, t'as des traitements, pas du tout. Alors c'est quoi le coin que t'as préféré sur mon île? T'as vu, elle est trop belle mon île. Si tu veux, tu peux aller ici. Est-ce que tu connais telle tradition? Tu sais ici nous on accueille comme ça. Et toi tu viens d'où? Et c'était ça qui était intéressant, c'est que les échanges ne tournaient réellement pas sur le handicap ou la maladie. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On dit que c'est un enfant malade qu'on accompagne, mais le but c'est qu'à la fin qu'on dise que c'est un aventurier et qui est parti vivre son aventure. Et c'est ce qu'on a vécu en tout cas avec les personnes qui venaient nous voir pendant l'aventure. Et ça fait du bien. De plus être considéré comme un enfant malade et d'être considéré comme un aventurier. Bien sûr. Et à son retour, est-ce que Erwan, justement, t'a peut-être partagé ce qu'il avait préféré au long de cette aventure? Est-ce que lui, il y a un événement qui l'a marqué? Parce que j'ai essayé, mais on était un peu pris par le train. J'aurais trop aimé qu'on puisse le faire intervenir aussi, mais on verra peut-être un jour. Mais est-ce que est-ce qu'il t'avait partagé son moment préféré au long du voyage? Ouais, je pense que ça a changé plein de fois au fil des jours où on avançait. Après, il y a le volcan qui normal et lui reste un souvenir incroyable. Après, il a fait de l'ULM aussi au-dessus de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'était très fort parce qu'il a vu à terre, c'est déjà très joli, mais dans le ciel, c'est encore plus beau. Il a pu voir la barrière de corail, il a vu les îlots où on a été. Et en fait, le dernier jour de l'aventure, on a fait cette sortie en ULM. Il a fait cette sortie en ULM et il a pu voir tout ce qu'on a pu faire un peu sur l'aventure, les différents îlots où on est allé. Et la vue était magnifique. Je dis que c'est lui parce que c'est la seule chose finalement qu'il a faite et qu'on n'a pas fait. Nous, on n'a pas fait l'ULM et il est parti avec un pilote. Donc, je peux vous dire que le stress pour moi était à son maximum et que j'ai compris tous les parents qui me disaient tu fais attention à notre enfant. Le pilote, il m'a pris pour un fou, mais j'étais pas bien pendant 45 minutes et j'ai vraiment compris ce que c'était de lâcher son enfant à ce moment-là. Et voilà, et c'est chouette parce qu'il a vécu ce moment seul en fait dans l'aventure. Et lui seul a vu ce qu'il a vu et nous finalement on ne sait pas. Et c'est le seul truc de l'aventure où c'est unique pour lui en fait. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça ressort dans ce qu'il a aimé. Et il y a aussi, on a fait 6 jours de catamaran avec Philippe et Marie-Charlotte qui je passe, s'ils nous écoutent, et qui nous ont accueillis sur leur catamaran et ça a été extraordinaire. Donc de pouvoir dormir sur un catamaran dans ces eaux paradisiaques pour commencer l'aventure en plus, ça l'a marqué. Fantastique. Mais en tout cas, on salue Erwan et j'espère que j'aurai l'occasion Ouais, avec plaisir. de vous rencontrer tous les deux en chair et en os. Et justement, peut-être revenir, on s'approche doucement, tranquillement vers la fin de ce podcast. Justement, tu parlais des parents à l'instant. Tu m'expliquais aussi, avant qu'on enregistre, que donc dans ton association, alors certes, il y a les très gros projets que tu as comme celui-ci, mais tu as aussi les projets où tu accompagnes les familles pour que justement, on revient à cette idée de bien-être pour pardon, je perds mes mots, de permettre d'accompagner ces familles pour des petits voyages, pour des sorties, pour leur enlever justement tout ce côté logistique, de se tracasser des sorties. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est ça. À TEPS, on a les grandes aventures et on a aussi des micro-aventures et des séjours aidants. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre à la famille, aux grands-parents, aux parents, aux frères, aux sœurs, à toutes les personnes qui aident l'enfant dans l'accompagnement de sa maladie, de son handicap, de prendre eux aussi du temps pour eux. Donc, soit ils partent, soit on s'occupe de l'enfant et eux, ça leur permet d'avoir du temps pour eux, pour se retrouver et vivre un moment. Soit on organise aussi des séjours aidants avec l'enfant, où du coup, on organise tout. Donc, on l'a fait 3 fois l'année dernière. Où du coup, on va par exemple louer un chalet à la montagne avec la neige. On va s'occuper des courses, des activités. Et la famille vient vraiment sans s'occuper de la logistique, des financements. Parce qu'à TEPS, on fait payer aucune aventure, que ce soit les grandes ou les petites. On offre vraiment l'aventure à l'enfant et à sa famille. Et du coup, c'était des moments incroyables aussi et remplis d'émotions.
parce que voilà, la famille n'a rien besoin de faire. Et c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'au début, on faisait des aventures pour les enfants, et souvent, il y avait des petits pics, des parents, c'est cool, lui, il va kiffer, mais nous, on vient pas, quoi. Voilà. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai, ils en ont aussi besoin, finalement. Ils ont aussi besoin de ce moment d'évasion dans leur vie, parce qu'ils souffrent aussi. Et être aidant, c'est très compliqué, et parfois, c'est minimisé. Et du coup, c'est important de se dire qu'eux aussi, ils ont un besoin d'évasion, parfois avec l'enfant et parfois sans l'enfant. Il faut l'accepter aussi, des fois qu'on a besoin de temps sans l'enfant. Donc, on propose vraiment quelque chose de clé en main en fonction des familles qui peuvent nous contacter. On organise ce week-end, cette semaine d'évasion. Et ça crée des moments dingues parce que voilà, les parents, par exemple, ne font pas à manger. Ils peuvent profiter de l'enfant à ce moment-là. Et nous, on s'occupe vraiment de tout avec l'équipe TEPS. Et parce que, voilà, par exemple, quand on a un enfant qui a une chimiothérapie ou autre, ou des difficultés de tout ordre, on va pas se dire, je vais organiser un week-end. Faut déjà avoir la force énergétique en rentrant de l'hôpital de faire les recherches, de trouver d'avoir des financements. Et puis, si ça se fait pas, on aura engagé de l'argent, donc je sais pas. Et s'ils se sentent pas bien, et du coup, nous, on leur dit, il n'y a aucune pression, on cale une date, et puis si ça se fait pas, on décale. Et voilà. Et le fait de s'occuper de ça autour d'eux, pour nous, en tout cas, on espère que ça leur fait du bien, et c'est aussi le but de l'association. Et j'imagine, j'allais te dire que tu dois avoir ça en retour à la fin des parents, de se dire, encore une fois, et je trouve que tu as tellement bien trouvé le nom de cette association, de se dire, en fait, tout est possible avec le sourire, de se dire qu'ils avaient peut-être pas envisagé enfin, je reviens à ce que disait Erwan, qu'en fait, il a eu cette prise de conscience, en fait, après ce voyage, qu'en fait, beaucoup plus de choses étaient possibles pour lui. Et est-ce que tu as vu ça chez des familles, peut-être après avoir vécu un séjour avec toi, de se dire, en fait, on n'a pas réalisé que ça et ça, c'était possible? Ouais, ça dépend des familles, parce qu'il y a des familles qui font déjà des choses avec leurs enfants, mais c'est juste qu'ils ne s'octroient pas un moment de pause. Et il y a d'autres familles qui, oui, ont aussi peur, et c'est normal, ou de la méconnaissance de ce qui serait possible de faire. Par exemple, quand on fait les week-ends ski, du coup, on a du matériel adapté où les enfants peuvent skier. Et du coup, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ne pourraient pas le faire d'eux-mêmes. Et ensuite, une fois qu'ils sont rentrés, oui, il y a des parents qui repartent voyager avec leurs enfants. Et ça, c'est notre plus grand bonheur. On reçoit des photos de familles qui partaient pas avant et qui, parce qu'ils ont vécu une aventure avec nous, s'autorisent le droit de rêver et d'adapter leur aventure. Et de toute façon, les enfants, ils disent, non mais attends, on a fait ça, alors faire ça, pourquoi on pourrait pas, hein. Donc c'est ça l'idée aussi, hein. C'est super. Et je pense à autre chose. Je reviens très rapidement sur l'aventure d'Erwan. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants à ton retour, parce que donc, j'imagine que tu côtoies d'autres enfants à l'hôpital, qui se sont dit « Ah, mais pourquoi pas moi ? Ah, Mehdi, moi j'ai envie d'être le prochain pour la prochaine aventure ». Si, il y en a moins qu'on en pense, parce que finalement, il faut déjà avoir cette réflexion de partir loin, qui peut du coup des fois faire peur aussi, parce que l'inconnu fait peur. Et après, si dès qu'il y a des enfants ou des familles qui nous demandent, on va réfléchir avec eux et on va discuter de ce qui est possible de faire. Et très vite, on trouve si c'est plus quelque chose de un week-end, une semaine, ou alors comme Erwan, une grande aventure. Mais c'est tout un processus, hein. Les parents d'Erwan n'auraient jamais imaginé faire cette aventure la première fois où on s'est dit qu'on allait faire une aventure, hein. Souvent, ça commence par une semaine en France, puis après, 2 semaines en Europe, allez, 3 semaines, et puis ça devient fou. Et il faut vraiment que tous les côtés matchent pour que l'aventure puisse se faire. Et oui, mais ça donne des rêves à d'autres enfants, et c'est aussi notre objectif par les vidéos qu'on partage, les photos, c'est d'inspirer aussi les gens qui puissent se dire moi aussi j'ai envie de faire ça et pourquoi pas. Et justement, peut-être nous expliquer quels sont tes prochains projets. Est-ce que tu as déjà des prochains projets, ou comment est-ce que tu t'organises, comme tu nous le disais? Est-ce que enfin, de ce que je me rappelle par rapport aux valeurs de l'association, c'est vraiment partir du rêve de l'enfant pour construire son aventure. Est-ce que tu reçois un petit peu tous les désirs des enfants et ensuite essaies de calculer ça dans le calendrier, tout ce qui est possible? Ça doit être une sacrée organisation. Ouais, c'est ça, c'est une sacrée organisation, un beau casse-tête parfois. Du coup, oui, on part toujours du rêve de l'enfant, de ce qu'il a envie de faire, et nous, on l'adapte. Donc, des fois, comment dire, je vais pas dire que c'est pas possible, parce que sinon, ça marcherait pas, mais on va voir ce qu'il veut et comment nous, on peut lui apporter quelque chose. Et ça, c'est super intéressant de parler avec lui. Ouais, et du coup, par rapport au projet, c'est que ça, en fait, une grande aventure demande beaucoup de temps d'organisation. On a près d'1 an, voire 2 ans d'organisation avant une grande aventure. Du coup, on en fait tous les 2-3 ans.
Et après, on a les micro-aventures entre ces années-là. Et ça demande aussi beaucoup d'argent. Donc là, on est sur des recherches de financement. Et on a aussi l'objectif de terminer notre film de la précédente aventure qui est l'Iceland Express, donc le Pékin Express en Islande, parce qu'on l'a pas encore terminé. Et l'idée, c'était de le terminer. Et on a une production aussi, donc on fait nous-mêmes les films et pouvoir le diffuser pour inspirer les autres. Donc là, pour 2024, c'est de pouvoir finir le film et le diffuser et de réaliser des micro-aventures aussi pour des familles, des séjours aidants. Est-ce qu'il y a un pays qui te fait rêver où tu aimerais emmener un des enfants là-bas? Parce que là, tu as mis quand même la barre très haute avec à partir à l'autre bout du monde. Ouais, non, il y a plein de choses qui font rêver. Je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est que quand un enfant réalise son rêve qu'il avait, l'idée de son rêve qu'il avait au début, c'est ça qui me fait le plus rêver. Après, oui, il y a plein de choses encore possibles. L'idée de l'association, c'est de réfléchir aussi, peut-être à partir moins loin ou avoir des convictions plus écologiques, on va dire, et pouvoir faire aussi des voyages plus près de chez nous pour aussi montrer aux enfants qu'on peut voyager et vivre des moments cool autour de chez nous et tout aussi beaux. Donc voilà, on est sur une vraie réflexion aussi de réfléchir aux prochaines destinations et de voir ce qui est possible de faire aussi avec des transports plus adaptés finalement. Mais après, oui, il y a d'autres choses qui nous font rêver. Pouvoir emmener des enfants en Afrique ou autre, c'est quelque chose qui peut être tentant aussi. Ou alors de partir sur un voilier plusieurs semaines au Groenland pour aller voir des terres inconnues. Ça peut être aussi chouette. Bon, en tout cas, j'espère que ça fait rêver les gens tous ces projets. Et est-ce que, pour terminer, tu pourrais peut-être nous donner un petit aperçu de ce voyage justement en Islande, nous dire dans les grandes lignes comment ça s'est passé ce projet? Ouais, alors du coup, on est parti en Islande en 2021 avec Capucine et Gabriel, qui avaient tous les deux aussi la maladie des os de verre. Et l'objectif pour eux, ça a été de faire un Pékin Express adapté. Donc, ils sont partis de Paris. Ils sont passés par la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark pour arriver en Islande en bateau. Et ils sont rentrés en bateau par les îles Féroé. Et du coup, ça a duré 5 semaines. Et ils devaient retrouver des amulettes un peu comme dans Pékin Express. Donc, c'était un totem avec des poignards. Et ils avaient des épreuves à chaque fois aussi en Islande pour récupérer ces énigmes et ces poignards pour constituer le totem final à la fin de l'aventure. Donc voilà, encore sous un jeu d'aventure viking un petit peu. Donc sur les traces des vikings, où ils ont vu des paysages complètement fous entre volcans, glaces, cascades. Et c'était incroyable, parce que c'était une liberté totale dans ce pays qu'est l'Islande, qui offre vraiment beaucoup de choses et qui nous ramène un certain bien-être lorsqu'on y pose les pieds, parce que tout est au ralenti, tout est calme, la nature est omniprésente. Et je pense que ça a dû leur faire du bien. Et donc, très chouette d'avoir partagé aussi cette deuxième aventure qui a été l'Iceland Express. Hâte de pouvoir la découvrir. Et je me dis, ça doit... Enfin, je t'en ai parlé juste avant, mais c'est vrai que ça doit peut-être débloquer des choses chez certains enfants. Quand tu reviens, que tu racontes ces aventures, peut-être que certains enfants se disent ah, mais c'est vrai que moi, l'Islande, ça me faisait rêver, ou la Nouvelle-Calédonie aussi. Ah, si Arwan l'a fait, si Capucine l'a fait, peut-être que moi aussi, je vais y arriver. Ça a peut-être été déclencheur chez certains enfants. Ouais, c'est ça. C'est de se dire qu'en rentrant, souvent, il y a des personnes qui nous disent finalement, vous êtes allé en Islande avec Capucine et Gabriel. J'y avais pensé, mais je me disais que c'était pas possible avec ma fille parce qu'elle a tel handicap. Comment vous avez fait avec le fauteuil là-bas? Est-ce que c'était accessible? Est-ce qu'on peut faire des randonnées, etc. Et ouais, ces échanges sont super intéressants. Trop bien. Mais en tout cas, j'espère que ça va donner envie aux gens de se renseigner sur ton aventure, de donner à l'association. Bien évidemment, je mettrai les liens. On croise les doigts pour ce reportage, pour que ça puisse sortir. Et puis, on salue Frédéric Lopez, que j'espère pouvoir recevoir aussi un jour au micro de cette émission, ou même Raphaël de Casabianca. Et peut-être pour terminer, donc toi, tu fais toutes ces choses, il y a tous ces projets qui te prennent beaucoup de temps, où là aussi, on voit le mélange entre le bien-être que tu vas apporter aux enfants et ce côté évasion avec les voyages. Et toi, au quotidien, qu'est-ce qui est ta source de bien-être, outre tout ça? Parce que j'imagine que c'est une source de bien-être inestimable de voir le sourire de tous ces enfants. Est-ce que dans ton quotidien, tu as des petites choses justement pour ton bien-être? Dans l'instant présent, oui, de repenser aussi à tout ce qu'on fait et souvent de repenser, en fait, sur les 3 aventures, j'avais fait des promesses, du coup, à Nour qui est passé la première aventure, Erwan, Capucine et Gabriel,
Et du coup, de me dire que j'ai tenu ces promesses, je suis déjà très fier de ça, d'être allé au bout de l'aventure avec eux. Et quand on se retrouve, de pouvoir se dire on l'a fait, bah, ça donne juste la force pour TEPS, mais aussi pour des projets autres, bah, d'être fier de nous et de se dire que bah, voilà, c'est chouette de tenir ses promesses dans la vie et d'aller au bout de ses rêves. Et que, du coup, bah, ça permet après, dans son quotidien, que ça soit au boulot, dans les relations autour de nous, bah, d'être bien et confiant pour la suite. Super. Et peut-être pour, j'arrête pas de dire pour terminer parce que je n'ai pas envie que ce podcast s'arrête. J'aime bien demander aux invités quel est leur coup de cœur du moment. Donc peut-être, ça peut être un film, un livre ou une émission. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Ouais, non, coup de cœur du moment, bah, c'est un mec que j'ai rencontré l'année dernière au Challenge Inclusion, d'ailleurs d'Apicil, c'est Martin Petit, et il sort son film avec Laurie, donc qui est Résilience. Et du coup, on avait beaucoup échangé sur plein de choses, sur la façon de communiquer aussi, bah, sur le handicap, sur le voyage et l'aventure. Et du coup, ouais, très fier bah, qu'il puisse sortir son film et de voir ce que ça va donner en tout cas, et qu'il y ait des gens bah, voilà, qui montrent à travers la vidéo et à travers l'aventure bah, qu'encore une fois, tout est possible. Et c'est vrai que ça fait tellement écho à ton projet et je te remercie de le mentionner. J'allais presque l'oublier. C'est vrai que ce livre est fantastique. C'est vrai que moi, j'avais rencontré Martin lors d'une course à Bordeaux, la Wings for Life Run. Et j'avais même vu Laurie Lag à ce moment-là, mais je ne connaissais pas du tout. Et en plus, à cette époque-là, ils étaient déjà dans tout le cheminement de leur aventure. Ok. Et d'avoir découvert ce livre qui est fantastique et malheureusement, personnellement, je ne pourrais pas me rendre au visionnage à Paris, mais je sens que ça va être exceptionnel, ce film, et je leur souhaite beaucoup de succès, et je mettrai aussi en référence le livre. Et pour ma part, si je peux me permettre mon petit coup de cœur du moment, c'est un livre aussi, ça s'appelle Humain, de Roman Dian. Je ne sais pas si ça te parle, c'est un livre qui parle du monde de la nuit à l'Amazonie, récit d'un éveil. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a complètement changé de vie, qui est parti en Amazonie, qui a découvert des populations là-bas, qui a découvert des rites ancestraux. C'est vraiment un récit fantastique, donc je le mettrai aussi dans les références. En tout cas, merci beaucoup Mehdi d'avoir Oh, accepté mon merci. invitation. J'ai l'impression d'avoir voyagé, c'est ça aussi le podcast, de se dire, bon, c'est peut-être pas écolo d'aller tous les 3-4 matins en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas, au moins, j'espère qu'on aura fait voyager l'audience avec ton projet, que ça donnera envie, comme je le disais aux gens, de se renseigner dessus. Et tout est possible avec le sourire. C'est ça, merci beaucoup. À bientôt! À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et ce n'est pas terminé puisqu'il y a un petit bonus. J'ai voulu organiser une petite surprise pour Mehdi, c'est-à-dire faire intervenir Erwan dans le podcast pour qu'il nous livre sa vision de l'aventure et qu'il livre un petit message personnel à Mehdi. Donc je vous laisse découvrir cet entretien express et exclusif. Salut Erwan, et encore merci d'avoir accepté cette invitation express. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as réagi quand Mehdi t'a annoncé que tu partais en Nouvelle-Calédonie? Tu te sentais comment? Je me sentais déjà choquée et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent que je fais plus de 16 000 km de chez moi. Et c'était vraiment... j'étais joyeux mais à la fois choquée et j'y croyais pas du tout. Ah oui, tu pensais que c'était une blague? Oui, voilà. Et tu te rendais compte que tu allais partir aussi loin? Au début, non. Je me dis, oh, c'est pas loin, ça doit être à peu près 1000 km de la France. Mais quand j'ai regardé sur Internet, voilà. Oui, là tu t'es rendu compte que c'était effectivement très loin. Et dis-moi, pour les gens qui ne connaissent pas Mehdi, tu dirais qu'il est comment dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu préfères chez lui? Parce que tu le connais depuis un bon moment maintenant. Je dirais que c'est son humour. J'aime bien son humour. C'est vrai? Oui. Et toi aussi, j'ai l'impression que t'as quand même pas mal d'humour. Un peu. On a parlé aussi avec Mehdi de toutes les aventures, les activités que vous avez faites. Quelle est celle que tu as préférée? Alors cette question, elle est beaucoup revenue, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu, mais ça reste quand même le volcan quand on est monté au-dessus du volcan. Ah oui, ça c'est quand vous étiez à la fin du séjour au Vanuatu, ça devait être impressionnant. Oui. Super. Alors ça, c'est vrai que c'était vraiment par rapport aux activités, mais est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a vraiment marqué? Quand par exemple on te parle de la Nouvelle-Calédonie, tu penses à quoi tout de suite? La rencontre avec les tribus, oui.
Ah oui, ça devait être impressionnant. Oui. Et tu as réussi à échanger un peu avec eux ou tu restais peut-être dans l'observation, on va dire? Bah oui, je communiquais un peu avec, mais c'est vrai que je restais beaucoup aussi, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que c'était assez choquant de voir tout ça, quoi. Oui, et puis on le voit dans les images partagées sur le compte Instagram qu'ils vous ont fait une danse d'accueil, enfin toute une cérémonie d'accueil, ça devait être vraiment fou. Et comment tu les as trouvés justement les gens en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que toi qui aimes bien l'humour, est-ce que tu les as trouvés drôles par exemple? Bah, ils étaient très accueillants, très gentils, drôles, ouais, un peu, mais surtout très accueillants. Ah, ben ça, je suis ravie pour vous. Et est-ce que peut-être après cette expérience, tu aurais des conseils pour des jeunes qui ont envie de voyager, mais qui se disent que par leur handicap, c'est peut-être pas forcément possible? Bah, un conseil, en vrai, faut vivre à l'état présent, quoi. Il faut pas trop réfléchir à savoir si c'est adapté ou quoi. Surtout la Nouvelle-Calédonie, c'est très adapté. Je pense, pour moi, je dis que c'est très adapté. Ouais, enfin, ne réfléchissez pas et allez de l'avant, quoi. Ah, super, ça c'est vraiment un bon conseil, je trouve. Et dis-moi, en dernière question, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu aimerais dire à Mehdi par rapport à cette aventure? Parce que donc cet appel, c'était pour lui faire une petite surprise aussi. Qu'est-ce que tu aimerais lui faire passer comme message? Déjà, je le remercie du plus profond de mon cœur de m'avoir fait vivre une aussi formidable expérience. C'était vraiment unique et merci de m'avoir fait découvrir plein de choses que je pensais pas de pouvoir faire. Oh, je pense qu'il sera touché par ce message, en tout cas je l'espère. Et c'est vrai qu'on pense aussi à toute l'équipe qui y a derrière cette aventure. Je pense notamment à Laura qui m'a aidée à mettre en place cette petite surprise de fin d'épisode. Et est-ce que maintenant, ça t'a peut-être donné envie d'encore plus voyager, cette expérience? Oui, beaucoup plus. Et même peut-être dans l'avenir habiter par là-bas, soit l'Australie ou la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, carrément. Oui, oui. Ça a été un vrai coup de cœur en fait. Oui, vraiment. Waouh, c'est génial ça. Mais écoute, c'est tout le bonheur que je te souhaite, plein de nouvelles aventures, plein de découvertes. Encore merci d'avoir accepté cette interview express pour faire une surprise pour Mehdi. J'espère que ça lui fera plaisir. J'espère que vous aurez apprécié découvrir aussi le point de vue d'Erwan dans cette aventure. Donc encore merci Erwan. Merci. Et à bientôt. À plus tard. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.